Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission au cours de laquelle nous allons parler de données sensibles, notamment celles des collaborateurs et des clients. La perception par les entreprises de la sensibilité des données a évolué au cours des dernières années. Convaincues sans doute par une obligation légale comme le RGPD et par la très forte croissance du volume de cyberattaques, les entreprises portent désormais un soin particulier à la protection de ces actifs. Quelle stratégie de données aborder lorsque les entreprises s'appuient sur des solutions SaaS? Comment utiliser judicieusement son cloud pour assurer la protection des données? Eh bien, nous répondrons à ces questions avec nos invités du jour. Et nous sommes avec David Palita, CTO de Wooz. David, bonjour. Bonjour Thomas. Alors David, un mot sur Wooz, s'il vous plaît. Wooz, c'est une solution SaaS, donc hébergeant en cloud, qui sert à digitaliser le staffing des sociétés de services et donc de permettre d'optimiser la marge et le revenu en positionnant les meilleurs talents sur les meilleures missions. Nous sommes également avec Jean-Christophe Gazillo, CIO de Devoteam. Allez, Jean-Christophe, un mot sur Devoteam. Devoteam est une entreprise de services numériques depuis 30 ans en France. On vient de dépasser les 10 000 collaborateurs en Europe. Et donc, nous travaillons sur toutes les technologies qui permettent de transformer le monde et d'améliorer l'expérience de nos clients. Un très beau résumé, une belle mission. Mathieu Delobel, Mathieu, bonjour. Vous êtes CIO OVH Cloud. Allez, un mot sur OVH Cloud. Bonjour Thomas, OVH Cloud est un fournisseur d'hébergement de solutions informatiques dans le cloud, leader européen sur son marché. Et nous sommes également avec Raouf Saada. Raouf, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Raouf, vous êtes avocat chez EY, société d'avocats. Allez, un petit mot, même si ça nécessite moins d'explications. Donc EY, société d'avocats, donc cabinet d'avocats du cabinet d'audit et de conseil EY. Bon, je le disais en introduction, nous allons parler de données sensibles. Et une première question pour vous, David. Comment cette perception de la sensibilité des données a-t-elle évolué pour les entreprises au cours des dernières années ? Nous, on voit clairement une augmentation de cette sensibilité des entreprises dans les appels d'offres que nous recevons. On nous demande de plus en plus d'être pointus sur les réponses, qu'elles soient technologiques ou organisationnelles, sur la protection des données de nos clients. On va nous demander des certifications, on va nous demander des détails de plus en plus pointus sur où on héberge, comment on chiffre, comment on transfère les données, combien de temps on les garde, pour quelle finalité de traitement on les collecte. Ça, vous ne le faisiez pas forcément avant, c'est-à-dire que le niveau de précision que vous demandez, notamment vous, chez vous, a peut-être augmenté au fur et à mesure? Tout à fait. On le voyait déjà avant, il y avait des questions peut-être plus génériques. On voit clairement que la notion de DPO, voire de DPO Office, est devenue une vraie position forte dans les entreprises, avec la possibilité d'imposer des contraintes sur les projets. Pour les données des salariés, Jean-Christophe, est-ce que, de votre point de vue, vous êtes, je le rappelle, un DSI de Devoteam, est-ce que vous estimez que les entreprises sont aujourd'hui au même niveau? C'est-à-dire, est-ce qu'elles se préoccupent toutes au même niveau de l'importance de la donnée et comment la sécuriser, justement, cette donnée? Alors non, toutes les entreprises ne se préoccupent pas du même niveau, mais toutes sont sensibilisées et toutes font des efforts significatifs pour améliorer le traitement de ces données et la confidentialité de ces données. Donc ce qui est clair, c'est qu'il y a Devoteam conseille beaucoup d'entreprises pour améliorer ce traitement, et nous-mêmes, chez Devoteam, on a mis en place pas mal de mesures pour assurer aux salariés un traitement équitable et surtout un droit à l'oubli qui est extrêmement important dans notre société actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des quelques mesures, allez, peut-être 2-3 mesures que vous avez mises en place justement pour faire en sorte que cette question de la donnée infuse sur l'ensemble de l'entreprise? Alors, on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Tous nos nouveaux consultants qui arrivent chez Devoteam en Europe sont sensibilisés à la protection des données. Dans la première journée, dans le séminaire d'intégration, ils ont des captures. Dès le séminaire, dès leur arrivée d'entreprise. Voilà. Y compris aussi le respect de toutes les règles de sécurité autres que sur la partie protection des données. On fait aussi régulièrement des campagnes de communication auprès de l'ensemble des consultants parce qu'ils portent la voix de Devoteam chez nos clients et c'est extrêmement important qu'ils soient sensibilisés à ce domaine-là parce qu'ils traitent chez nos clients des données extrêmement confidentielles, voire des données de santé ou autres qui sont effectivement extrêmement importantes et il faut absolument ne pas avoir droit à l'erreur. David, je me retourne vers vous justement pour prolonger cette réflexion qui est celle de Jean-Christophe à l'instant vis-à-vis des fournisseurs. On a une ESN là sur ce plateau, on sait qu'elle traite directement avec les entreprises. Est-ce que de votre point de vue, quand vous regardez la situation, vu de votre fenêtre, l'exigence vis-à-vis des fournisseurs, alors je vous mets effectivement en tant qu'accompagnant technologique, vous fournissez une solution aux entreprises, vous avez d'ailleurs vos deux
de partenaires sur ce plateau. Est-ce que vous estimez que le niveau d'exigence vis-à-vis des fournisseurs a augmenté? Et je prends peut-être l'année de référence 2019 par rapport à aujourd'hui. Oui, clairement. Comme je disais, sur les appels d'offres qu'on reçoit maintenant, la partie protection des données et sécurité informatique en général, ça va être plusieurs centaines de questions. Plusieurs centaines de questions. Plusieurs centaines de questions. On va nous demander les algorithmes de chiffrage, on va nous demander les localisations de données, comme je disais. On va aussi nous demander des autres aspects de la sécurité informatique. Où on pense tout de suite à la confidentialité de la donnée, à la fuite de données sur Internet. Mais la sécurité, ça couvre également la disponibilité et l'intégrité de la donnée. C'est particulièrement important quand les processus métiers sont critiques et basés sur ces données. Donc on nous demande également des processus de reprise sur panne, disaster recovery, des points de reprise et des temps de reprise les plus bas possibles, de manière à assurer la continuité d'opération de nos clients. Mathieu, Jean-Christophe, est-ce que vous constatez, vous aussi, une augmentation de l'exigence? Là, David parlait de plusieurs centaines de questions. Est-ce que quand vous parlez, peut-être à travers vos partenaires, ou peut-être même directement avec vos clients, est-ce que vous avez ressenti justement, est-ce qu'on vous a sorti des demandes de gens-là en vous disant, attendez, moi j'attendais effectivement il y a quelques années un niveau d'exigence, maintenant je vais vous demander d'être beaucoup plus précis, pointu sur tel ou tel niveau, sur telle question? Mathieu et puis Jean-Christophe. Oui, tout à fait. Ça se reflète notamment dans les certifications que nos clients nous demandent d'obtenir pour pouvoir acheter nos services et qui du coup se reflètent elles-mêmes dans ce qu'on va exiger de la part soit de nos fournisseurs sur lesquels on s'appuie pour proposer certaines des solutions, soit dans les méthodes et les technologies qu'on intègre nous-mêmes dans le contrôle des produits qu'on va développer pour nos clients. Tout ça s'est énormément renforcé ces dernières années, étoffé à la fois en quantité et en fréquence, où nos systèmes de revue des managements de la sécurité de l'information, aujourd'hui sont sur des rythmes semestriels, là où auparavant ils étaient sur des rythmes pluriannuels. Donc ça s'intensifie et ça augmente en termes de scope et de volume. Chaque année, notre scope de certification s'étend sur de plus en plus de produits à la demande du marché, à la demande de nos clients. Jean-Christophe. Tout à fait. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, pour nos clients. Là, on a effectivement énormément de demandes supplémentaires de manière très régulière. On est passé à quand on produit des services managés pour nos clients, on est passé à un monitoring quasiment en temps réel par un certain nombre de clients. On a des équipes dédiées pour effectivement convaincre nos clients pour les grands contrats que effectivement on est capable de respecter toutes leurs exigences de sécurité. Et de l'autre côté, pour notre informatique interne, pour les traitements, on doit aussi rassurer tous nos nouveaux candidats, qui sont des jeunes candidats qui ont envie d'avoir un respect de la vie privée, de comment on va traiter leurs données. Et quand on les confie, par exemple, à Wooz, on va être sûr de pouvoir les traiter sans avoir de failles, sans être capable sans que les informations qu'ils mettent à la disposition de l'entreprise, qui les concernent, sur leur parcours professionnel, sur leur savoir-faire, sur leur certification, soient effectivement bien protégées et que quand ils décident de nous quitter, ça disparaisse et ça ne va pas garder ad vitam aeternam dans nos systèmes d'information. Raouf, comment l'avocat que vous êtes analyse-t-il finalement cette évolution alors, d'une part du cadre légal de la donnée, mais surtout de la manière dont les entreprises embrassent ce sujet-là? C'est sûr que depuis un petit moment, en fait, on assiste à une réelle prise de conscience finalement des différents acteurs. Alors le sujet n'est pas nouveau. La protection des données personnelles, c'est pas nouveau. Après, ce qu'il faut noter, c'est que le cadre juridique qui était applicable à l'époque n'était finalement pas vraiment adapté aux nouveaux usages et notamment à l'utilisation de nouvelles technologies qui permettaient toujours de collecter de plus en plus de données, toujours des données de plus en plus précises et avec des technologies qui étaient quand même plus ou moins intrusives. On parlait tout à l'heure en off d'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Voilà, on est sur des dispositifs qui vont être très intrusifs. Et il a fallu finalement adapter ce cadre juridique. Donc tout le monde parle du RGPD, on est d'accord. Donc il y a eu cette révolution en 2018 du RGPD, qui pour le coup avait plusieurs objectifs qui ont semble-t-il été remplis, notamment d'harmonisation déjà du cadre juridique applicable au sein de l'Union européenne, mais également de redonner un petit peu le contrôle des données aux individus et pas non plus de donner ces données personnelles et puis de ne pas savoir qu'est-ce qui est fait derrière. Donc
Cette réglementation a permis de renforcer cette partie-là et de renforcer le droit des personnes. Et on le voit également aussi, elle a pris en termes de crédibilité avec une hausse du montant des sanctions maximales qui est non négligeable, puisque maintenant on passe de 4% du chiffre d'affaires annuel mondial global à 20 millions d'euros. Et on retient la somme la plus élevée des deux, bien sûr. Donc on le constate sur le RGPD, mais en fait c'est pas un phénomène qui est uniquement régional, ça veut dire c'est pas uniquement européen. On le constate aussi dans différents pays, c'est un phénomène mondial. Maintenant on est à plus de 70%, voire 75% des pays à travers le monde qui ont développé, qui ont mis en place une législation spécifique relative à la protection des données personnelles. On peut citer l'Inde, la Chine, le Japon, le Brésil. Donc du coup ça marque vraiment une prise de conscience de la part des différents acteurs sur ce besoin d'assurer la protection des données personnelles et notamment la sécurité. Et là, je fais aussi un petit détour sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la sécurité des données personnelles, où on constate également, alors vous le disiez tout à l'heure, de la part des entreprises, de la part de vos partenaires, etc., mais également de la part du régulateur. Ça veut dire que moi, à l'époque, quand je remplissais des formulaires de demande d'autorisation auprès de la CNIL, il y avait quelques petites rubriques sur la sécurité. Maintenant, le régulateur, si vous regardez les dernières sanctions, le manquement à l'obligation de sécurité est vraiment l'un des manquements les plus mentionnés, en tout cas, dans les décisions qui sont prises. Donc oui, vraiment un poids, vous le disiez à l'instant, un poids vraiment important de la régulation. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toujours dans ce cadre-là, dans ce cadre de données sensibles pour les entreprises, qu'est-ce qui aujourd'hui, pour vous, permet juridiquement de mieux protéger l'entreprise qui va faire appel à un acteur? Est-ce que c'est finalement l'acteur lui-même avec les SLA, les Service Level Agreement, qui sont, dont on les connaît à peu près, une disponibilité à 99%, des serveurs, ainsi de suite, répartis sur le territoire, ou est-ce que pour vous, il faut aller un tout petit peu plus loin et travailler autour du contrat, justement, parce que c'est le contrat qui va assurer finalement une bonne protection de la donnée. Tout à fait. En fait, on va être sur, quand on parle de règlement, de réglementation relative à la protection des données, on va avoir différents acteurs. Et donc, généralement, on va avoir le client qui va avoir la casquette de responsable de traitement. Et lorsqu'il va externaliser, finalement, le prestataire qui va intervenir aura cette fameuse casquette, généralement, de sous-traitant. Et donc, la meilleure manière, finalement, de délimiter les responsabilités de chacun, c'est bien sûr d'avoir un contrat en bonne et due forme qui permette bien sûr de bien délimiter les rôles, les responsabilités de chacun, et notamment sur le périmètre des responsabilités. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on parle d'hébergement de données, ou notamment de cloud, on a souvent tendance à considérer que l'ensemble de la sécurité de l'écosystème informatique repose sur le prestataire. En revanche, on constate sur le terrain que ce n'est pas vraiment le cas, et qu'il y a des périmètres de responsabilité à géométrie variable en fonction du contrat finalement qu'on va signer. Donc soit on va avoir un contrat qui aura des services un peu basiques et du coup il sera peut-être moins protecteur, ou alors on va avoir des contrats avec des services ajoutés que vous évoquiez tout à l'heure, et là pour le coup on aura une protection plus accrue. Donc l'idée c'est vraiment de bien comparer en tout cas les différentes conditions contractuelles qui sont proposées par les prestataires pour bien sûr aller sur celle qui est la plus sécurisante. Mathieu, vous êtes avec OVHK dans le bout de la chaîne, les données arrivent effectivement sur vos serveurs et dans vos centres de données. Que dites-vous aux clients, aux utilisateurs qui, par exemple, vous appellent directement et s'attendent à ce que vous preniez l'entière responsabilité j'ai envie de dire du cycle de vie de la donnée, presque, mais en fait de la sécurité autour de la donnée? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là qui se disent maintenant c'est chez OVHK, je m'en occupe plus, et s'il y a quelque chose, c'est eux les responsables? Alors, on comprend l'attente du client, qui est d'avoir le maximum de garanties autour de la protection de ses données. Nous, on a un devoir d'explication des limites de nos offres et de nos services. Avant tout, la responsabilité d'un cloud provider, c'est la garantie de la sécurité tout d'abord physique des infrastructures sur lesquelles reposent les services qui sont déployés, et ensuite les données qui sont du coup manipulées par ces services eux-mêmes déployés. Donc tout dépend ensuite de la nature de l'offre que le client va souscrire chez nous. Si lui-même opère ses services de manière tout à fait autonome, il est évident que notre limite de responsabilité quant à la sécurité des données va être beaucoup plus faible que quand on offre des services managés pour lesquels nous allons proposer dans l'offre au client, et du coup avec les garanties contractuelles associées, des systèmes de réplication, de backup, de firewalling, de protection DDoS, etc., qui vont
a, elle, en entièreté, constitué un socle d'augmentation du niveau de sécurisation des données proposé par le cloud provider. Il n'en reste pas moins que cette responsabilité a forcément une limite qui est tant bien faire se peut encadrée contractuellement, mais il y a également une question de bon sens qu'il faut expliquer aux clients. La pression qu'il peut y avoir sur les collaborateurs et d'où l'importance sur le traitement de la sensibilité des données personnelles peut amener à la création de points de vulnérabilité qui, quand on récupère un mot de passe et un login d'administrateur, quelle que soit la sécurisation du serveur, on finit par accéder aux données. On peut récupérer physiquement un système de mécanisme de multiple authentification. On n'est pas à l'abri de ce genre de situation, et là, le cloud provider n'y peut rien, c'est l'employé de la société en question. Donc il faut bien expliquer à quel risque on peut être soumis en fonction de l'offre à laquelle on souscrit, qu'est-ce qui nous protège et où s'arrête cette limite de protection. Jean-Christophe, votre avis sur cette question ? Ce qui est clair, c'est que la notion de se sentir en sécurité n'est pas simple pour un client quand il ne maîtrise pas effectivement les tenants et les aboutissants des offres et de l'ensemble des fournisseurs auxquels il fait appel. Parce que sur la majorité de ces projets, il n'y a pas un seul fournisseur, il n'y a pas un seul fournisseur cloud, il n'y a pas une seule ESN, il n'y a pas un seul fournisseur SaaS, mais c'est un ensemble d'écosystèmes qui fait que il arrive à gérer sa sécurité. Et il a sa responsabilité d'ensemblier, et effectivement, chacun de ses fournisseurs va lui expliquer qu'il n'est responsable que pour la partie qui a été contractualisée. Ce que Devoteam essaye de faire avec ses clients, c'est justement de bien gérer cette vision globale de la sécurité et d'être capable de prendre les mesures et de prendre aussi les contrôles, parce que c'est bien, il faut avoir les contrats les plus matures, mais il faut être aussi capable de contrôler l'application de ces contrats. Et il faut être capable aussi de regarder que les mesures sont bien appliquées, que les changements qui ont été faits dans les modes, dans les applications, dans les évolutions qui ont été demandées, toutes les nouvelles solutions qu'on met en place, respectent les mêmes engagements que ce qui ont été faits initialement au moment du contrat. Dans votre mission de conseil, Jean-Christophe, vous allez effectivement aussi loin que ce que le disait Mathieu à l'instant, c'est-à-dire qu'un client qui va vouloir prendre, je dirais, une offre sèche, entre guillemets, d'hébergement, sans se poser la question de la déduplication, ainsi de suite. Est-ce que vous allez lui dire, écoutez, voilà, vous avez des données qui sont celles de vos clients, vous avez des grands comptes, on vous propose d'aller plus loin. Est-ce que vous le faites systématiquement ou vous attendez parfois que le client le demande et auquel cas... Ça dépend, ses besoins et sa sensibilité. Il faut toujours écouter ses clients. On ne peut pas lui essayer. Donc là, il faut vraiment... Mais si je prends l'exemple, parce que maintenant, moi, je suis plutôt un acheteur. J'achète les services de Wooz, par exemple. Et quand j'ai expliqué mes exigences vis-à-vis de Wooz, j'ai bien expliqué qu'effectivement, j'allais confier des données personnelles de mes salariés, puisque toutes les expériences, tout ce qu'ils avaient fait sont confiés à Wooz. Et donc, je me dois, vis-à-vis de mes salariés, de les protéger et d'être capable de contrôler que Wooz les sécurise de manière correcte. Et je pense que tous les clients devraient faire la même chose avec l'ensemble des applications qu'ils mettent, qu'elles soient en termes de développement, quand ils font faire du développement, quand ils font faire de l'hébergement, quand ils utilisent des solutions SaaS, quand ils font des échanges interapplicatifs qui sont de plus en plus fréquents. Il faut vraiment s'assurer de la sécurité de manière globale et pas bout par bout. Est-ce que cela, Raouf, ça doit transparaître, tous ces échanges-là qu'on a entendus, est-ce qu'il doit transparaître dans le contrat ? C'est-à-dire qu'on a d'un côté Mathieu, donc, qui est du côté du clouder, qui effectivement va rappeler, si nécessaire, au client qu'effectivement, s'il veut sécuriser sa donnée jusqu'au bout, il a plutôt intérêt à faire certaines choses, à prendre des services tierces. On a, du côté de Devoteam, un accompagnement et des conseils aussi qui sont fournis. Est-ce que cela doit transparaître dès le début dans le contrat, dès l'origine, pour finalement s'assurer que tous les acteurs répondent bien aux obligations qui sont les leurs ? L'idée, c'est que le contrat doive... refléter en fait finalement la réalité opérationnelle et donc ce qui va être la délivrance du service et les garanties qui sont prises par chacun. Donc là oui, la réponse c'est que finalement dans le cadre des contrats, certaines clauses et certains engagements, notamment de l'hébergeur, doivent être pris. Alors
Ça passe également notamment par des clauses obligatoires. Donc l'article 28 du RGPD prévoit qu'il y a certaines mentions qui doivent figurer dans les contrats, et notamment tout ce qui est mesures de sécurité basiques, entre guillemets, lorsqu'on va externaliser des données auprès d'un tiers. Et ça passe du coup par toutes ces mesures de sécurité. Mais également, il y a aussi, contractuellement, il faut également aussi intégrer dans les contrats des dispositifs aussi plus sécurisés. Et on en parlait tout à l'heure, ça va être par exemple le plan d'assurance qualité, ça va être également tout ce qui est SLA, donc on a évoqué tout à l'heure. On va partir aussi sur les plans d'assurance sécurité qu'on voit de plus en plus et qui deviennent parfois obligatoires, où le prestataire va vraiment finalement s'engager sur une liste de mesures de sécurité qu'il va mettre en place et sur lesquelles il va pouvoir rendre des comptes finalement. Une question aussi très importante qui est aussi la réversibilité. Ça aussi, c'est des éléments qui vont devoir être pris en compte dans les contrats. Et également, nous, une question aussi qui nous intéresse énormément sur la réglementation relative à la protection des données, qui est la localisation des données. Parce que c'est vrai que le client doit pouvoir savoir finalement où sont localisées ces données, et notamment au regard de l'interdiction dans le RGPD de transférer des données en dehors de l'Union européenne, en tout cas pas dans des pays qui n'ont pas été reconnus comme ayant un niveau de protection adéquat par la Commission européenne. Ou alors, si vraiment on ne peut pas éviter de tels transferts, l'idée c'est de préciser quelles sont les garanties qui sont mises en place. Et quand on parle de garanties, c'est les garanties contractuelles ad hoc prévues par le RGPD. Ça peut être des clauses contractuelles type de la Commission européenne et également des analyses de transfert depuis un fameux arrêt Schrems 2 qui nous impose ces fameuses analyses. Jean-Christophe, très rapidement sur la question de la localisation des données, est-ce qu'en travaillant avec Wooz, vous avez demandé à ce que vos données soient, de vos salariés, vous l'avez dit, soient localisées sur le territoire français avec un certain acteur? Alors, on n'a pas demandé qu'elles soient localisées sur le territoire français, on a demandé qu'elles soient localisées dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, parce qu'effectivement, ça ne concerne pas que les salariés français, bien évidemment. C'est un sujet qui a été traité. C'était pas le sujet le plus compliqué à traiter avec Wooz, mais effectivement, on a des cas, soit en interne, soit avec nos clients, où effectivement c'est beaucoup plus compliqué. On a des fournisseurs extrêmement dominants sur le marché, notamment certains partenaires stratégiques de Devoteam, qui ont effectivement des localisations qui ne sont pas toujours garanties ou pas complètement garanties pour l'ensemble des données. Et donc ça peut poser problème. Et donc là, on arrive à travailler avec ces fournisseurs, même s'ils sont des grands acteurs mondiaux qui transforment la technologie pour arriver à bien maîtriser ces aspects-là. C'est pas toujours simple. Il faut des fois un petit peu insister, mais on arrive à obtenir ce qui est nécessaire parce que le respect comme le disait Raoul, le respect de la loi et le respect des principes réglementaires est extrêmement important. Donc, David, je veux juste revenir sur cette question de stockage et de conservation et de gestion de la donnée. Quel type d'assurance vous avez fourni à votre client pour lui dire, écoutez, votre données, finalement, elles sont entre de bonnes mains? Nous, on a plusieurs types de données. On parle beaucoup de données personnelles et le RGPD a aidé à structurer beaucoup de choses et pose une base pour toutes les données qui est très bien, mais également des données business qui sont complètement stratégiques et qui doivent, pour certains acteurs, absolument rester avec une gestion souveraine pour leur activité. On a, paradoxalement, aussi... Les exigences se durcissent, se multiplient, mais je trouve qu'il est également de plus en plus facile d'y répondre parce que la question de la sécurité est devenue assez prédominante et c'est structuré autour de normes comme ISO 27001. Et donc nous, on a obtenu la certification ISO 27001 pour montrer la pertinence de notre système de management de la sécurité. Et la structure, les questions, tous les acteurs en fait parlent le même langage, donc ça devient beaucoup plus facile de se comprendre et de répondre positivement à ces questions. Nous, on a été partenaire de OVHcloud depuis le démarrage de l'entreprise. Donc là, comme disait Jean-Christophe, la question a été assez vite traitée parce que on offre le meilleur niveau de protection du fait qu'on est hébergé en France par un acteur français et qu'on est typiquement exempt de loi extraterritoriale qui pourrait s'appliquer à d'autres acteurs. Ça rassure effectivement.
Si je peux me permettre, il y a aussi le fait de pouvoir effacer et purger les données. Je veux dire, on a, comme on le disait, les entreprises ont beaucoup de tendance à accumuler des données, à les protéger pour éviter que des tiers ou qu'elles soient mal utilisées même en interne ou ce genre de choses. Mais souvent, le fait les durées de conservation de ces données, le fait de ne pas garder des données à mauvais escient, que ça soit de clients, que ça soit de salariés, que ça soit, etc. C'est des choses qui sont traitées généralement de manière moins pertinente, avec moins de focus, parce que c'est pas le sujet du moment. Quand on met en place une application, quand on conclut un nouveau contrat, on est à traiter ce qu'on est en train de faire et pas à penser de ce qui va se passer, etc. Et donc, je crois que ça, c'est un sujet qui est peu abordé et peut-être qui est le point faible d'une partie de nos données, parce qu'on a cette obligation et qui est, malgré le règlement européen, il y a des données de conservation qui sont extrêmement différentes en fonction des pays européens. Si je prends les candidats, Devoteam recrute beaucoup, enfin comme EY d'ailleurs, je pense, et OVH, et Wooz. Effectivement, par exemple, les données de rétention des données candidats, elles sont extrêmement différentes dans chacun des pays de l'Union européenne. Et donc, il faut être capable de mettre en place des politiques adaptées à chaque implémentation du RGPD. Donc ça demande certaine gymnastique. Une agilité. Ouais, c'est des missions, ce genre de missions vous sont confiées par exemple? Ah oui, tout à fait. Pour le coup, le chantier durée de conservation, c'est un chantier qui occupe pas mal d'organisations. Et on se rend compte que finalement, oui, effectivement, c'est pas un chantier très simple. Pourquoi ? Parce que le RGPD ne nous dit pas quelle est la durée de conservation qu'on va devoir appliquer. Il nous dit juste qu'on va devoir appliquer la durée de conservation qui finalement est proportionnée par rapport à l'objectif qu'on poursuit. Et donc, on va se retrouver finalement avec différentes finalités différentes durées de conservation en fonction des finalités de traitement qu'on va mettre en place. Donc on va se retrouver avec, alors si en plus on est à l'international, on va se retrouver avec les réglementations locales qui vont s'ajouter. Et là pour le coup c'est un chantier très très important. Mathieu, cette question de sensibilité des données, est-ce que pour y répondre, il faut forcément passer par du cloud privé ? Ou est-ce que le cloud public peut fournir suffisamment de garanties ? Le cloud public peut fournir suffisamment de garanties à partir du moment où on met en place le bon système de management de la sécurité de l'information qui va définir les actions et les processus adaptés, comme le disait Raouf, finalement, à la mesure de sécurité et de durée de conservation adaptée à chaque usage qu'on veut faire de la donnée. Tous les mécanismes existent autant dans le cloud public que dans le cloud privé. Si on parle de cloud privé on-premise, évidemment, la donnée ne sort pas, donc elle est sécurisée d'attaques externes. Pour autant, les questions autour de la conservation et des données sensibles s'appliquent tout autant. Quand c'est du cloud privé chez un cloud provider, même si on considère que finalement on est étanchéifié dans un environnement qui est propre, ces questions finalement de management autour de la sensibilité de la donnée s'appliquent tout autant et on doit adapter les mécanismes de traitement de cette sensibilité dans un système qui est managé par un tiers. Donc il va falloir adapter finalement l'ensemble de ces traitements de sensibilité de données à la manière dont vous avez hosté votre service, mais tout est possible à la fois sur du public et du cloud. Les différentes technologies le permettent aujourd'hui aussi bien dans l'un que dans l'autre. Après, il n'en reste pas moins qu'il est plus facile de faire certifier la compliance, la conformité finalement à des exigences de sécurité très élevées sur des clouds privés, parce que les notions d'étanchéification du réseau, de protection des infrastructures et des hosts est plus facilement descriptible que dans du cloud public mutualisé. Et donc évidemment, l'industrie a commencé par faire certifier de manière assez rapide et robuste les clouds privés, puis les clouds privés hébergés chez des cloud providers. Et de plus en plus, le marché nous demande de la certification de services managés dans le cloud public. Jean-Christophe, un mot sur cette question. Je pense qu'effectivement, les clouds publics permettent de sécuriser correctement nos données. Il faut faire attention, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, les grands acteurs internationaux du cloud qui permettent de sécuriser correctement les données, mais il faut utiliser les bons services. Tous les services ne le permettent pas, donc il faut être bien vigilant à ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'innovations technologiques, beaucoup de services PaaS qui sont disponibles et qui ne sont pas toujours au même niveau de sécurité que le reste des services qu'on peut acheter. Donc là-dessus, il faut être extrêmement
extrêmement important. Dans l'exemple de Devoteam, par exemple, tout ce qui est toute la partie BI, toute la partie analytique qu'on fait, elle est faite dans du cloud public, mais elle est faite dans du cloud public extrêmement sécurisé, avec des engagements contractuels et techniques et vérifiés pour être sûr qu'on assure la sécurité. Et c'est ce qu'on essaye aussi de promouvoir auprès de nos clients et à travers les offres qu'on offre en complément de ces acteurs cloud. Une toute dernière question. Vous faites, vous, David, le distinguo avec vos clients de public-privé. Dans vos offres, vous proposez en fait finalement l'un et l'autre en termes de niveau de sécurité, ou vous les proposez juste comme des solutions de votre catalogue différentes Non, nous on est exclusivement hébergé en cloud privé. On est même sur un type de cloud privé qui a la qualification Secnum Cloud. C'est une qualification de l'ANSSI qui est très très restrictive sur les accès d'administration. Oui, qu'OVH Cloud a eu il y a combien de temps d'ailleurs 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. Et c'est la question qu'on posait sur le niveau de service qui est souscrit. Et on parlait de normes comme ISO 27001, qui est une approche par les risques de la sécurité et qui met le point très à l'ordre du jour de la compétence des différents interlocuteurs, les stakeholders d'une chaîne de traitement. Et toute la question est de savoir si on a la compétence ou pas pour assurer les engagements qu'on prend, et si on ne l'a pas, de la transférer ce risque à un partenaire qui est capable de le gérer. Donc typiquement la question de est-ce que je peux assurer moi-même l'hébergement physique de mes machines. Aujourd'hui, dans un monde de cloud, c'est une réponse qui est de plus en plus facile à dire. Oui. Probablement pas. Oui. Mais non, nous, on ne fait pas de cloud public aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.